RFI, Radio France Internationale, il est 19h à Beyrouth, 18h à Paris, 16h temps universel. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Bonsoir à toutes et à tous. Et au sommaire de cette édition du vendredi 27 septembre, les bombardements sur le Liban vont se poursuivre, vient de dire Benyamin Netanyahou devant les dirigeants du monde réunis à l'ONU. Le Premier ministre israélien ignore les appels au cessez-le-feu. À l'instant, on apprend que l'armée israélienne bombarde le quartier général du Hezbollah, situé dans la banlieue sud de Beyrouth. Dans ce journal aussi, le pape demande pardon. Le représentant des catholiques dans le monde demande pardon pour les violences sexuelles commises par des membres de l'Église sur des mineurs. Renouer les liens entre les deux pays. Le président français Emmanuel Macron va se rendre dans les prochains jours au Maroc. Et puis enfin, comme une manière d'exercer une pression, des centaines de scientifiques et militants écologistes ont été fichés par des géants de l'industrie chimique. Explication à suivre de Lucille Gimbert. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Israël continue son offensive, Israël continue son attaque sur le Liban, jusqu'à ce que tous les objectifs soient atteints. C'est ce qu'assure son Premier ministre Benyamin Netanyahou. Des propos tenus à la tribune de l'ONU il y a moins de 2 heures. Théo Renaudon, bonsoir. Bonsoir. Quelques minutes après le discours prononcé à New York devant de nombreux chefs d'État par le Premier ministre israélien, l'armée israélienne bombardait le Liban. Oui, une série d'explosions viennent d'avoir lieu dans la banlieue sud de Beyrouth, la capitale. Notre envoyé spécial rapporte au moins 6 détonations. Les images montrent actuellement d'épaisses colonnes de fumée. La banlieue sud de Beyrouth, ce sont les quartiers contrôlés par le Hezbollah. Les forces de défense israéliennes assurent à l'instant avoir frappé le centre de commandement principal du Hezbollah. Un siège qui serait, selon elle, dans un bunker sous les immeubles. 4 bâtiments sont totalement détruits selon l'Orient le jour. Le nombre de victimes pour le moment est inconnu. Théo, l'armée israélienne a aussi bombardé toute la journée au sud et à l'est du Liban. Des dizaines de frappes ont été signalées. Le bilan total de victimes depuis 5 jours dépasse les 700 morts et les milliers de blessés. Et au-delà de ça, plus de 100 000 Libanais ont été déplacés vers le nord par ces attaques. Pour les Libanais restés dans le sud du pays, les plus exposés aux bombes, eh bien, ils n'ont souvent plus d'eau. Israël a frappé de nombreuses stations de pompage, selon l'UNICEF. UNICEF qui s'inquiète du rythme effrayant auquel les enfants sont tués par les frappes de l'armée israélienne. Théo Renaudon, dans votre journal en français facile. 3 journalistes accusés par la Russie. Les autorités russes reprochent à 2 Américains et 1 Roumain d'avoir traversé la frontière russe en venant d'Ukraine, et ce afin de réaliser des reportages dans la partie occupée de la région de Koursk. Les journalistes occidentaux avaient suivi les troupes ukrainiennes lors de l'incursion réalisée par l'armée ukrainienne dans cette région frontalière. Daniel Valo, à l'origine de l'enquête, le FSB, les services de sécurité russes. Dans le communiqué publié ce matin, le FSB annonce l'ouverture d'enquêtes contre 2 journalistes américains travaillant pour la chaîne australienne ABC et contre un journaliste roumain travaillant pour le média Hot News. Tous 3 ont publié des reportages écrits et vidéos dans la région de Koursk. Ils avaient accompagné l'armée ukrainienne jusqu'à la ville de Soudja, principale localité prise par les Ukrainiens à la suite de leur incursion. La journaliste Catherine Diss, dans son article publié au début du mois sur le site d'ABC, raconte son arrivée dans la ville. Elle décrit les stigmates des combats et les signes de la présence ukrainienne et elle évoque ses échanges avec les quelques habitants restés sur place. Au début de son reportage, elle se dit consciente du fait que son passage de la frontière avec l'armée ukrainienne sera considéré comme un acte illégal par les autorités russes et qu'elle ne pourra plus de ce fait retourner en Russie. Au total, ce sont 12 journalistes étrangers qui sont accusés à ce jour par la Russie d'avoir franchi illégalement la frontière et qui risquent en théorie jusqu'à 5 années de prison, en théorie puisque ces journalistes se trouvent hors du territoire russe. Des procédures ont été
été ouvertes notamment contre des journalistes de CNN, de la RAI ou encore de la Deutsche Welle. Radio France Internationale, il est 18h05 à Bruxelles. Le pape François est en Belgique. Il a rencontré ce matin le Premier ministre Alexander De Croo et le roi Philippe. Il a été question lors de leurs échanges d'un scandale qui implique l'Église de Belgique, à savoir les abus sexuels sur mineurs, des agressions sexuelles sur des hommes et des enfants et des femmes de moins de 18 ans. Une situation pour le pape qui s'apparente à un crime. C'est la honte que nous devons tous prendre en main aujourd'hui face aux événements dramatiques de la maltraitance des enfants, un fléau auquel l'Église s'attaque avec détermination et fermeté, en écoutant et en accompagnant les blessés. L'Église doit avoir honte, demander pardon et essayer de résoudre cette situation avec une humilité chrétienne et mettre tout en œuvre pour que cela ne se reproduise plus. Le pape François aujourd'hui en Belgique. Pour le Premier ministre belge, l'Église doit assumer son passé. Les mots ne suffisent pas aujourd'hui, des mesures concrètes doivent être prises. L'actualité en France et cette séance de rattrapage pour composer le gouvernement français, près d'une semaine après l'annonce de l'équipe gouvernementale autour du Premier ministre Michel Barnier. 2 nouveaux postes viennent d'être créés. Tout d'abord, le ministère aux personnes en situation de handicap sera représenté par la députée Horizon Charlotte Parmentier-Lecocq, et puis aux anciens combattants, la nomination du député Les Républicains Jean-Louis Thierriot. Emmanuel Macron bientôt au Maroc. Le président français effectuera une visite d'État dans le royaume marocain à la fin du mois d'octobre, sans préciser la date. Le roi Mohamed VI et l'Élysée ont officialisé aujourd'hui ce déplacement. Cela faisait 7 ans qu'Emmanuel Macron ne s'était pas rendu officiellement au Maroc. Abordons à présent un tout autre sujet, à savoir des informations personnelles qui ont été collectées et divulguées. Je m'explique, des adresses personnelles, la valeur de sa maison ou encore son opinion politique, des informations personnelles de plus de 500 scientifiques et journalistes, plutôt écologistes, ont été récoltées et ont été jugées critiques, car ces informations ont été partagées sur une plateforme américaine privée. Lucille Gimbert, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce fichage a été révélé par le média d'investigation Lighthouse Reports et qui s'est associé à plusieurs journaux internationaux, dont Le Monde. Et ce fichage est d'une ampleur inédite, c'est du jamais vu, Lucille. Oui, l'échelle, la précision, le caractère international du fichier sont inédits, écrit le journal Le Monde. À part quelques militants écologistes célèbres, comme l'indienne Vandana Shiva ou le nigérian Nimo Bassey, la plupart des personnes fichées sont des scientifiques inconnus du grand public, mais qui ont travaillé sur les dégâts des pesticides sur l'environnement et sur la santé humaine. On y trouve aussi 2 anciens rapporteurs spéciaux de l'ONU qui ont proposé en 2017 un traité international pour réglementer et bannir les pesticides dangereux en agriculture. La plateforme baptisée Bonus et Ventus a compilé des données très personnelles sur toutes ces personnes à destination des cadres de l'industrie des pesticides. Elle est pilotée par Vfluence, une entreprise de gestion de réputation spécialisée dans la défense de l'agro-industrie. Son patron, un ancien de la firme Monsanto, assure que toutes ces informations sont d'accès public. Il n'empêche, cette base de données ressemble à une réserve de munitions pour tenter de déstabiliser, décrédibiliser ou nuire à celles et ceux que l'agrochimie considère comme ses opposants. Merci Lucille Gimbert dans votre journal Enfance c'est facile, et l'on referme cette édition par un record de longévité. Une Sud-Africaine a célébré aujourd'hui ses 118 ans, ce qui fait d'elle l'une des personnes les plus âgées au monde. Elle était entourée de ses 14 enfants pour cette journée. Margaret Maritz est née le 27 septembre 1906, selon une copie de sa carte d'identité nationale qui a été montrée aux journalistes. Ainsi se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir écouté. À Paris, il va être 18h10.